émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Oui, bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre émission La Nature et vous sur Radio Grand Lac. C'est un moment pour découvrir les mystères et les interactions qui nous lient à la nature, c'est bien fait. Et pour en parler aujourd'hui, deux invités, un magnifique couple, Kim Pache et Sophie Julliard, venus de la Drôme, c'est cela. De la Suisse, bonjour. Mais aussi du Canada, si on veut. Un peu partout. Un peu partout. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Alors, on en a parlé déjà dans plusieurs émissions. Nombre de cultures, dont les peuples premiers, n'ont pas de mots spécifiques pour désigner la nature, puisque la nature fait partie de leur culture. En fait, il n'y a pas de séparation culture-nature, et l'humain est partie intégrante de la nature. Alors, par exemple, les Chinois, ils disent spontanément lui-même. Les Éthiopiens, ils vont dire ce qui est créé. Et alors, je ne sais pas si vous savez, en tahitien, on sait que c'est une archipel avec plein d'îles, plein d'eau. Pour dire bonjour, donc pour montrer comment la nature a sa présence, ils disent bonjour, Ia Orana, qui veut dire de quelle eau es-tu faite. Donc on voit bien l'intégration de la nature jusque dans leur façon de s'exprimer et dans leur être en fait. Et alors en langue francophone, on parle de sauvage. Sauvage a malheureusement des fois une connotation quand même négative, et bon, ça a été désigné quand même pour désigner l'humain, l'homme vivant en forêt, vivant dans le sauvage. Mais si on regarde l'étymologie du mot sauvage, c'est quand même silva en latin, qui veut dire forêt, bois. Et à un niveau spirituel, parce qu'on en parle peu, mais voilà, la nature, le sauvage, nous emmène quand même vers aussi cette dimension spirituelle. L'âme de la forêt s'appelle la sylve. Donc c'est aussi intéressant de s'en souvenir. Et l'évolution de l'homme à 99,9%, c'est passé en milieu sauvage. Donc tout notre être, toute notre physiologie, nos gestes, nos comportements ont été faits, façonnés par et pour la nature, pour le sauvage. Et en fait, on a perdu ce lien. Parce que maintenant, nous vivons dans des sociétés très occidentalisées, et voilà. Et en fait, ça implique qu'il y a une perte aussi d'essence un petit peu de la vie, d'essence du respect. Et ça nous coupe finalement d'une partie de nos capacités. Si on prend le GPS, je fais une petite parenthèse, parce que le GPS, finalement, maintenant, on n'apprend plus à lire de cartes, on se laisse guider par notre GPS, et si on continue comme ça, je ne sais pas encore maintenant si nos jeunes savent s'orienter avec le soleil, avec les étoiles, avec l'air, avec l'odeur, avec les sons. Donc en fait, on perd au fur et à mesure ces capacités. La modernité nous emmène à perdre ces parts-là. Et c'est important de retrouver finalement ces éléments sauvages qu'on a en nous, ces éléments, j'allais dire, notre essence. Et il y a à la fois ce qui peut relier le sauvage à l'extérieur, donc l'environnement sauvage, mais il y a notre part sauvage aussi intime, qui est à la fois intime. Donc comment réunir ces deux parts? Et c'est pour ça que finalement, Kim et Sophie, vous représentez, à mon sens, une des essences de l'émission La Nature et vous, parce que c'était vraiment l'idée d'amener les personnes à vivre, à comprendre, à réaliser que nous sommes nature et nous faisons partie de la nature. Alors je vais commencer par Kim. Kim Pache, vous êtes... quand on a préparé l'émission, vous disiez je suis orphelin du sauvage. J'ai trouvé ça à la fois émouvant et intéressant. Vous êtes, c'est difficile, il faut toujours définir. Alors bon, à la fois trappeur, mais aussi archéologue expérimental, auteur. Vous avez écrit plusieurs livres, dont l'un c'est L'endroit du monde en quête de nos origines aux éditions Artaud, directeur de magazine, et puis vous animez des stages. Et bon, on plaisantait en début d'émission. Kim serait un petit peu l'homme sauvage, l'homme des bois. Et déjà enfant, vous étiez à la recherche finalement dans les campagnes et les forêts suisses où vous êtes originaire. Vous étiez à la recherche des hommes sauvages pour vivre justement plus en harmonie avec ce sauvage. Et grâce à votre grand-père et ses livres, il vous a aussi un petit peu initié à ce monde-là. Et à 21 ans,
c'est une part de vous qui va se réaliser. Vous partez dans le Grand Nord canadien, dans le Yukon, pour y vivre comme un chasseur-cueilleur, pour y vivre là pendant 10 ans au milieu de la forêt, au milieu du sauvage. Et depuis lors, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, vous oscillez, une grande partie de votre vie est au Canada et une partie dans la Drôme ou en Suisse, en tout cas en Europe. Voilà. Et Sophie Julliard, vous êtes sexo-massothérapeute et comédienne dans le sens, le jeu du théâtre qui exprime l'hyper-sauvage en soi. Et vous avez un lien très intime et sensible, beaucoup plus intérieur avec la nature. Et c'est en ça que, du coup, ça fait une bonne complémentarité. Et déjà, enfant, en fait, vous passiez des heures assises, là, au milieu des herbes, au milieu des bois, à contempler la nature. Et il y avait ça s'exprimait déjà comme ça chez vous. Et au travers de lectures et différentes expériences, ça vous a ouvert à ce lien sensible et sensuel avec la nature et à cette part invisible aussi qu'on peut retrouver dans la nature. Puis vous avez entre autres rencontré différentes cultures, dont l'Ayurveda, et voilà, qui vous a lancé aussi dans la massothérapie pour aussi renouer ce lien avec cette part intime et sauvage en nous. Alors, la toute première question que je pose à chacun de mes invités est: que signifie la nature pour vous? Alors, je commencerai par Sophie. Déjà, merci pour la présentation. Dans un premier temps, je dirais que la nature, pour moi, ça fait tout de suite référence à l'origine. Et dans un deuxième temps, je parlerai de miroir, parce que j'ai la sensation que, en parlant du sauvage, justement, il y a une grande question pour moi qui est de récupérer une forme d'autonomie intérieure, de vitalité, de sens aussi, sur le plan existentiel. Et que, en vivant avec Kim et en vivant ma vie aussi, la sensation que j'ai, c'est que la nature est toujours comme un miroir de mon sauvage intérieur, de ma capacité de faire des choix, de ma boussole intérieure. Donc voilà, c'est ça les deux mots qui me viendraient, ouais. C'est l'origine et à la fois un miroir, un guide qui me permet de me relier à ma puissance, de me relier à ma profondeur, à ma quête en tant qu'humain, en tant qu'être vivant. Merci Sophie. Et pour vous, Kim? Faut me reposer la question. Non, mais j'ai été tellement captivé par ce que Sophie a dit que finalement j'ai même pas la question. La question était, alors je sais que vous la reformulerez certainement avec vos mots. Que représente ou que signifie la nature pour vous? Oui, alors en effet, ouais. Alors bon, mais il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, soit dans votre introduction, soit dans ce que Sophie a dit. C'est vrai que moi j'ai toujours, en fait, avant tout, la nature. Le mot nature éveille une interrogation. Qu'est-ce qu'on met dedans? Mais c'est un peu votre introduction, finalement. Mais c'est vrai que c'est important. Ça paraît anecdotique de vouloir redéfinir, ou pinailleur même. On pourrait dire oui, mais bon, on s'entend tous, c'est bon, on a une convention sur le mot nature. Mais les mots ont une importance. Et en fait, quand on décide en fait d'opposer culture et nature, ce qu'on fait pas dans le quotidien, mais en fait en parlant de nature comme quelque chose d'extérieur au monde humain entre guillemets, eh ben on définit quelque chose. Et effectivement, on sort l'humain du monde, on pourrait dire. Et en fait, ça va de pair avec quand même nos croyances, autant à tendance judéo-chrétienne si on parle de nos pays occidentaux, que de nos croyances les plus modernes et scientifiques, qui seraient que l'humain peut s'affranchir. Il y a un peu toujours quand même cette quête dans le progrès. Il y a l'idée de déjouer un peu entre guillemets les limitations de la nature pour les transcender, pour aller vers autre chose. Il y a quelque chose qui peut être même assez beau, d'imaginer que l'humain pourrait devenir à son tour un dieu. Mais c'est des rêves qui pour moi sont mégalos en fait quelque part. On pourrait dire. Pourquoi pas? Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'embarquer toute l'humanité dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a des humains sans doute, dont je fais partie, et des cultures, dont les peuples premiers, en tout cas certains, qui sont tout à fait satisfaits de finalement vivre humblement à leur place, c'est-à-dire comme un peuple parmi une multitude d'expressions du vivant. Et c'est pour ça que en général je retombe sur mes pattes avec expression du vivant, sauvage, des mots qui pour moi définissent mieux finalement les choses dont on veut parler. Donc pour moi, avant tout, nature a été dans ma vie source d'interrogation. Mais c'est chouette, parce qu'en fait, avec des mots, on peut voyager, on peut mieux comprendre comment on s'oriente, comment on définit les choses. Puis on parlait de GPS. Notre GPS archaïque, ce sont nos représentations, la carte sur laquelle on évolue. Et la carte
qui nous est donnée par nos pères quand on grandit. Et cette carte détermine en grande partie comment on va se comporter. Donc voilà, c'est un mot important. Et aujourd'hui, je pense qu'il dit beaucoup de notre façon de nous percevoir dans l'univers, en fait. Et donc justement, pour vous, que cela signifie de revenir, de vivre, puisque vous vivez en forêt, en fait, ou dans le monde sauvage, comme vous aimez dire, qu'est-ce que ça signifie pour vous de revenir, de vivre à l'état sauvage? Comment ça se passe quand vous êtes là-bas dans le Yukon? Ouais, alors déjà, justement, le monde sauvage, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, on pourrait dire que avant tout, il s'oppose à tout ce qui est moderne, à tout ce qui est civilisé, c'est-à-dire à ce qui échappe à notre contrôle, en fait, au contrôle du monde moderne, on pourrait dire. Et ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, même dans son côté péjoratif, c'est-à-dire quand on parle de comportement sauvage, en fait, on parle pas d'autre chose, on parle de comportement humain qui échappe au contrôle établi, à la structure, à la police, à ce qu'on veut. Donc finalement, on parle bien de la même chose. Et donc, pour moi, les entités qui vivent dans des mondes justement qui sont hors du contrôle de la civilisation sont sauvages avant tout. Aujourd'hui, on est obligé de le définir comme ça, comme les humains modernes sont on va dire en majorité et ont un impact énorme sur toute la nature, sur tout le monde en fait, globalement. Et ben les rares poches où subsiste un autre ordre régi par des lois qui sans doute sont plus universelles et plus archaïques, c'est les endroits avant tout où la civilisation n'a pas encore posé son empreinte. Et moi, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours aujourd'hui, c'est une question simple, c'est est-ce que l'humain moderne que je peux être et que par extension les gens autour de moi sont, est-ce que c'est encore possible de se comporter, de sentir, de ressentir en fait ces lois qui régissent le monde depuis toujours? Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi comme humain en fait? Alors on a encore aujourd'hui la chance d'avoir des peuples racines, on en parlera peut-être, qui eux finalement ont une continuité à cet endroit-là. Ils vivent finalement sous des lois qui sont les lois naturelles entre guillemets, et on voit bien que ça donne quelque chose de très différent. C'est-à-dire les humains font pas des huttes dans la forêt parce qu'ils ont pas compris comment faire des immeubles. C'est parce qu'avant tout ils font des huttes parce que ça correspond bien à un ordre, comme un nid d'oiseau, comme un nid d'orang-outan. Nous, quand on fait un immeuble, on clairement, on est en combat contre quelque chose. Donc voilà, moi, ça m'évoque surtout ça. Donc vous, quand vous êtes dans le Yukon, vous confectionnez votre propre abri, vous allez pêcher, chasser. En fait, vous menez la vie d'un chasseur-cueilleur. En partie, mais tout ça bouge parce que pour moi, en fait, c'est pas cloisonné. C'est-à-dire que oui, dans un premier temps, à 20 ans, j'étais presque dogmatique, on peut dire, quoi, de vouloir revivre les gestes de nos ancêtres, les appliquer, voir si en fait un humain moderne peut encore vivre finalement avec l'outillage et les connaissances de la préhistoire. C'était mon mojo à l'époque. Aujourd'hui, tout ça se mélange, finalement les mondes s'interpénètrent. Ça me fait tout autant marrer de venir, distiller du sauvage dans le monde moderne que l'inverse. Et j'ai pas de problème non plus à avoir aussi une cabane en bois rond que j'aurais fait, une motoneige, ça m'arrive d'en avoir ou pas. Finalement, encore une fois, j'ai plus un rapport très dogmatique avec ça. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce que ces choses-là, c'est-à-dire autant si je monte sur une motoneige, qu'est-ce que ça m'évoque de mon rapport au monde, et si je vais avec des raquettes que j'ai construites moi, qu'est-ce qui se passe? La comparaison entre les deux est géniale. Et c'est finalement ça qui me motive beaucoup à continuer finalement des deux bords. Et pour vous, Sophie, que signifie finalement de vivre votre part sauvage intime? Donc là, on a vu l'extérieur, enfin de vivre en extérieur cette part sauvage, et vous, d'un côté plus intime. Et déjà, j'ai envie un tout petit peu de réagir à ce qu'il a dit. C'est-à-dire que l'impression que j'ai en vivant ensemble et en tentant de se réconcilier avec notre part sauvage, il y a quelque chose qui se passe en lien avec la mémoire, parce que c'est un peu comme si les peuples racines, d'une certaine manière, vivaient un peu comme en fusion avec l'environnement, avec l'espace sauvage à l'extérieur et à l'intérieur. Comme si nous, on avait, par une tentative de contrôle, tenté de se séparer, de reprendre, de dominer en fait finalement. Et que là, ce passage, pour moi, c'est plutôt une forme de passage. Je le rejette pas forcément, cet aspect. C'est un peu comme si voilà, le vivant avait une histoire et peut-être il faut passer par là pour découvrir quelque chose. Et donc, certainement, je me dis qu'avec cette sortie, finalement, du monde sauvage, il y a un regard qui se crée, qui s'installe, qui se pose
une mise à distance que moi je vis dans le théâtre principalement, et qui donne aussi quelque chose, qui nourrit quelque chose, et qui éventuellement pourrait être une porte, une possibilité pour à nouveau revenir dans le sauvage, avec un sauvage à l'intérieur où il y a une position relationnelle qui se crée. Et ça me fait penser à quelque chose dont parle Kim de temps en temps, il fait une référence entre le monde rationnel et le monde relationnel. Il me semble que c'est ça que tu dis parfois. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça me fait penser à ça, ça me fait penser au relationnel. C'est-à-dire que moi, la manière dont je vis, une fois que je me réconcilie avec mon sauvage à l'intérieur, il y a quelque chose du relationnel qui se crée, parce que je suis plus dans la domination, parce que je suis dans la recherche de m'intégrer, d'intégrer toutes mes parts à l'intérieur, avec le miroir justement de l'extérieur. Quand il y a un moment donné où on peut communiquer en réintégrant sa part pulsionnelle, et qu'elle devient une énergie, une capacité d'autonomie, et par exemple, un exemple très concret, ça pourrait être le rapport au désir, qui dans notre société est extrêmement... il y a quelque chose de désinvolte, presque de désinvesti, quoi, dans le rapport au désir, qui est extrêmement sollicité à longueur de temps, et qui transforme un peu nos désirs, qui a une tendance à les aliéner, à les conditionner, il y a une forme de répression à la fois de la pulsion, et en même temps l'espace pulsionnel est vivant, mais dans des désirs qui n'ont pas vraiment de sens quelque part, si on se pose tranquillement et qu'on les regarde avec attention, et que quand on reprend contact avec sa part instinctive et sauvage comme quelque chose de précieux, ça peut devenir l'endroit d'un choix éclairé, d'un choix conscient, d'un choix relationnel, et du coup on peut être plus facilement en lien avec ses désirs profonds, ses rêves incarnés. Je sais que c'est une image qui te parle, Sandrine. Voilà, je dirais que là principalement c'est ça qui me vient pour répondre à ta question. Et alors, là, vous parliez en exemple du désir, justement, ce que veut dire le désir vécu de façon sauvage, j'allais dire, dans son essence. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, justement, de ce que représente vivre son sauvage intime, j'allais dire ? Alors, j'aimerais bien prendre une métaphore d'un livre qui m'a été très cher quand j'avais 16 ans, et moi qui m'a beaucoup ouvert, ou qui a répondu à des questions que je me posais à cette époque-là sur la quête de sens, la quête des origines, la quête des racines qui nous rassemble aussi avec Kim. C'est Vendredi ou les langues du Pacifique, de Michel Tournier, où en fait petit à petit on s'aperçoit qu'au début, Robinson a un lien habituel, assez occidental finalement, avec le monde sauvage. Il a envie de le dominer, de le contrôler. Et puis petit à petit, en fait, il retrouve un lien qui est extrêmement sensuel avec le sauvage, qui à la fois lui donne énormément de joie, c'est-à-dire que il entre dans une célébration un peu constante. Il retrouve le rire, il retrouve la joie. Avec Vendredi, il y a vraiment quelque chose de très vivant, quoi, de très joyeux. Donc déjà, ça, pour moi, c'est un exemple qui est très parlant. Et à la fois, ce retour à la sensualité lui redonne des outils extrêmement concrets sur sa relation au monde et sur la manière dont il l'appréhende. Parce que ça lui donne des informations réelles, pas seulement des informations qui ont été créées par un mode de pensée, mais par un mode de ressentir. Et ça, je pense que ça change vraiment tout sur le plan du vivant, de reconnecter avec cette part de communication instinctive qui donne des informations réelles, quoi, à partir des sens. Donc, il y a déjà ça, il y a une manière d'être en relation, d'être en connexion. Et ensuite, sur un second plan, ça vient nourrir et ça vient irriguer au niveau du cœur. Donc, je pense vraiment au niveau de l'amour, tout simplement, d'être en vie, d'être en lien, etc. Et ça vient aussi irriguer par la suite la pensée, la manière d'être au monde, de donner du sens. Et là, j'aurais envie de parler de la mort aussi, parce que c'est un lien très fort au cycle. Et moi, il me semble qu'il y a une problématique de ce côté-là dans notre monde, une espèce de déni qui du coup nous sort complètement d'un lien réel avec la mortalité, avec le cycle, avec le vivant en général, et qui nous éloigne en fait sur le plan existentiel d'un sens réel et puissant qui donne de la valeur à ce qu'on fait, à ce qu'on est, à ce qu'on choisit de vivre dans notre vie, quoi.
Tout à fait. Merci à tous les deux. On va se retrouver après une pause musicale. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, chers auditeurs, on se retrouve donc pour La Nature et vous sur Radio Grand Lac et nous sommes avec Sophie Julliard et Kim Pache pour vous parler de retrouver le sauvage, à la fois de se relier au sauvage à l'extérieur, en forêt, entre autres, voilà, dans le monde sauvage, et à l'intérieur, retrouver notre sauvage intérieur. Et Kim vit en partie en forêt, dans le monde sauvage, dans le Grand Nord canadien, dans le Yukon. Sophie est comédienne, proche justement de refaire vivre le sauvage en soi, et sexo-massothérapeute également. Alors, Kim, j'aurais envie de vous poser la question suivante. En fait, qu'est-ce que ça nous enseigne de nous relier à nos gestes ancestraux, à revivre un peu comme un chasseur-cueilleur? Qu'est-ce que ça va aller réveiller en nous? C'est une super question. Elle m'a obsédé quand j'étais jeune. Alors, je suis parti d'une idée qui se vérifie en partie en moi. Je me suis dit, en fait, finalement, est-ce que en recréant les gestes de notre préhistoire, parce que, je mets juste en prélude que nous, on a ici, en Europe plus particulièrement, une singularité dans l'histoire humaine, c'est que, en fait, nos peuples traditionnels, si on veut bien, les chasseurs-cueilleurs de l'Europe, nos Indiens, en fait, ont disparu il y a très longtemps. D'ailleurs, je le refais pas ici, mais l'archéologie, ces 20 dernières années, a pu d'ailleurs vérifier... je le précise quand même, vérifier qu'en fait ces peuples-là ne se sont pas convertis en hommes du néolithique et en hommes modernes. En fait, ce sont des cultures qui se sont arrêtées il y a environ 6000 ans à peu près, qui ont tout simplement disparu de la même façon que les autochtones d'Amérique disparaissent, ou sont en grande partie disparus depuis la colonisation. L'Europe est déjà en fait le terrain d'une colonisation dans la préhistoire. Et en fait, ça fait tellement longtemps que finalement les cultures qui ont remplacé les cultures ancestrales, que en fait on a oublié. C'est longtemps avant l'écrit. Si on parle d'il y a 6000 ans, il faut attendre 4000 ans avant qu'on puisse écrire quelque chose. Donc, puisqu'on parlait d'histoire, de mémoire, ça veut dire qu'on a complètement perdu finalement un lien mémoriel de ces peuples-là qui étaient là. Tout ce qui nous reste de ces cultures-là, ce sont finalement les artefacts que l'archéologie trouvait et trouve encore régulièrement. Donc moi, mon pari, c'était de me dire, puisqu'on peut pas finalement récupérer la mémoire par l'écrit ou par même des anciens qui pourraient nous transmettre les pensées sauvages qui habitaient ces peuples-là, est-ce que les outils que ces gens utilisaient pourraient nous dire quelque chose? Est-ce que peut-être qu'en refaisant les gestes, on retrouverait un peu de cette pensée? Donc voilà mon pari à la base. Donc c'est ça qui m'a amené à faire de l'archéologie sur la période de la préhistoire, qui est une période très longue, mais on va dire le paléolithique final, le mésolithique, toute cette partie finalement pas très éloignée de nous. Il y a quelques milliers d'années, 10 000 ans, qui sont justement les derniers chasseurs-cueilleurs d'Europe. Ça m'a intéressé de retrouver leurs gestes, essayer de voir s'il y avait une connexion possible, une lecture de la nature aussi possible. Et j'ai buté contre quelque chose, je finirai avec ça, c'est que la limite de ça, c'est-à-dire que oui, bien sûr, on serait en sauvage, en taillant du silex, en essayant de trouver des plantes comestibles dans la nature. C'est un magnifique prétexte à justement retrouver du lien, du relationnel avec notre territoire. Parce que forcément, c'est plus juste un écran vert. Quand on commence à se nourrir des plantes qu'on trouve en forêt, ça nous oblige à aiguiser nos sens, à être curieux là où on ne l'est peut-être pas quand on va juste promener son chien. Donc, par nos nécessités, nos besoins primaires, on retrouve un lien. Mais par contre, il est limitant, cette démarche est limitée finalement, parce que il manque toute la notion invisible, toute la représentation justement culturelle, spirituelle éventuellement, enfin finalement tout ce qui fait de nous humains, les humains que nous sommes, c'est pas que une somme technique. On pourrait difficilement décrire un humain en observant juste les objets qu'il y a dans ses poches. On peut dire quelque chose de cette personne, mais on loupe quand même l'essentiel. Donc ça, c'est ce qui m'a amené finalement à aller voir sur Terre, là où il y avait encore des peuples en continuité avec leurs propres ancêtres de la préhistoire, en faisant un autre pari qui était de me dire, il y a sans doute des universels qui habitaient autant nos peuples chasseurs-cueilleurs d'Europe que les peuples chasseurs-cueilleurs d'Amérique,
d'Asie, peu importe où, et que les descendants de ces cultures, puisque nous n'en avons plus, peut-être qu'eux ont quelque chose à dire qui peut réveiller mes propres origines, mes propres racines. D'où l'idée de l'orphelin du sauvage dont vous avez parlé au début. C'est que nous sommes des orphelins, nous en Europe particulièrement. On pourrait même, je finis juste avec ça, on pourrait même envisager que c'est peut-être ça, et seulement ça, qui a poussé les Occidentaux à conquérir le monde. Parce qu'en fait, étant orphelins, ils ont moins que les autres. Donc en fait, ils chahutent tout, ils cassent tout, parce qu'en fait, il y a une espèce de rage de ne pas savoir d'où ils viennent. Ce qui s'entend d'ailleurs à l'échelle individuelle, on peut comprendre que des orphelins est quelque chose de difficile à vivre, parce qu'ils ont été coupés de leurs origines. De la même façon, une culture pourrait être perçue comme ça. Et quand vous animez des stages, alors enfin, dans ce que vous avez pu revivre avec ces gestes d'origine, j'allais dire, premiers, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et quand vous le transmettez, enfin, c'est deux questions, pardon, mais quand vous le transmettez lors des stages, qu'est-ce que vous avez pu observer chez les personnes, par exemple? Ou même en relation avec les peuples autochtones, les peuples des Premières Nations, puisque certains sont même plus connectés non plus à leurs origines d'ailleurs. Oui. Donc qu'est-ce que vous pouvez observer? Qu'est-ce qui se passe pour vous et pour quand vous le transmettez? Oui, alors ces deux questions, je vais mettre de côté celle des Premières Nations. J'ai l'impression que c'est presque un sujet à part entière, qui est même différent. C'est vrai. Mais déjà, si on prend, alors juste pour contextualiser un tout petit peu, j'ai passé beaucoup de temps relativement seul dans la nature à ma vingtaine, mais en fait après j'ai beaucoup collaboré avec des peuples traditionnels, donc l'image d'un trappeur seul, tout le temps seul, elle est finalement pas très juste, et d'autant plus que maintenant c'est en famille qu'on le vit quand même beaucoup. À nous deux, famille reconstituée, on a 3 enfants, et la plus grande partie ces dernières années du temps que j'ai passé dans la nature, c'était aussi avec les enfants en famille. Donc voilà, ça c'est juste pour préciser en fait que c'est un contexte qui est pas forcément solitaire. Néanmoins, une chose que je ressens, c'est que quand je suis moi au Canada, sur la concession que j'ai là-bas, j'ai l'impression d'être élève. Je suis en mode expérimental, c'est un peu mon laboratoire, ou c'est notre laboratoire quand d'autres personnes viennent avec moi, où je me sens finalement tout petit et apprenant. Et c'est que quand je reviens en Europe et que j'essaie de transmettre ce que j'ai essayé de comprendre de ce rapport à la nature sauvage là-bas, que je me fais éventuellement enseignant et transmetteur. Mais c'est vrai que j'ai cette respiration de me mettre élève régulièrement quand je suis dans les natures sauvages du Canada et enseignant ici en Europe. Et c'est vraiment intéressant d'avoir cette respiration. Ce que j'observe chez les gens à qui finalement j'encadre dans la nature sur des stages plus ou moins longs, plus ou moins techniques d'ailleurs, donc finalement on n'obtient pas toujours la même chose, mais si je prends des immersions qui sont d'1 ou 2 semaines, où on part dans la nature et dans des milieux les plus sauvages possibles ici en Europe, et où on va transmettre des basiques, comment faire du feu sans allumettes, quelles plantes on peut cueillir pour se nourrir, comment faire un abri, un peu des fondamentaux de survie. Je le mets vraiment en guillemets, c'est pas un mot que j'utilise normalement, mais juste pour que ceux qui écoutent cette émission puissent le représenter. Ce qui est intéressant, c'est que chez tout le monde, ça fait naître quelque chose d'une évidence en fait. Ce qui est intéressant, c'est que chez la plupart des gens, remettre la main sur ces gestes, c'est comme si ça réouvrait des portes qu'on a tous et qui demandaient pas grand-chose en fait. Il suffit juste de bouger un peu la poignée et ça s'ouvre. Ça s'ouvre vers des fondamentaux. Je pense même en termes de nos représentations. Et je dirais la première émotion que j'observe moi chez les gens, mais on pourra voir si Sophie peut tirer un parallèle d'ailleurs avec son encadrement. C'est qu'en fait, chez tout le monde, ça apporte de la joie et un soulagement presque. De retrouver de l'autonomie simple, en fait. Finalement, on est tous les jours en train de répondre à des besoins primaires qui n'ont pas évolué depuis la préhistoire. Se nourrir, se vêtir, ne pas avoir froid, rigoler, faire du lien social, avoir un toit. C'est des fondamentaux qui n'ont pas encore bougé, pour l'instant en tout cas. Et pourtant, la façon d'y répondre chez nous est devenue complètement indirecte. Rares sont ceux qui vont récolter une carotte quand ils en mangent une. La plupart de nous vont l'acheter en magasin. On construit pas nos maisons, ou à de rares exceptions près, etc., etc. Donc en fait, on a créé tellement d'interfaces entre la ressource, l'endroit dans la nature où on peut aller piocher finalement, et nos besoins, que ça crée une distance, à mon avis, qui peut être assez anxiogène. Et donc, à contrario, quand on enlève toutes ces interfaces et qu'on propose à n'importe qui, finalement, de reconnecter directement entre le besoin et la ressource,
eh ben, il se passe quelque chose d'assez magique. Et que les gens retrouvent une force, quoi. Et donc une joie. Ouais, on revient à quelque chose de profond, en fait. Ouais. D'essentiel. D'essentiel, ouais. Et Sophie, justement, je voulais rebondir. Vous, comment vous vivez cette part sauvage? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe, justement? Qu'est-ce que ça transforme autour de vous quand vous transmettez, justement, cette approche, votre approche de se reconnecter, à la part sauvage intime en nous? Qu'est-ce que vous observez? J'aimerais juste ajouter quelque chose, si c'est possible, parce que j'ai eu l'expérience du coup de vivre des immersions et j'avais envie de faire un parallèle entre les techniques qu'on voit à grande échelle dans le monde moderne, qui ont une tendance à être désinvesties de sagesse. En fait, la sensation que j'ai eue, moi, quand j'ai réinvesti des techniques ancestrales, comme le toucher, puisque moi, en ce qui me concerne, ça a été beaucoup le toucher, mais même dans les immersions avec Kim, c'est que là, la sagesse, elle vient avec la technique. C'est un peu comme si ça réinstillait à l'intérieur, par une voie viscérale, par une voie cellulaire, quelque chose de la sagesse en même temps que la technique. Donc moi, en ce qui me concerne, la technique du toucher, c'est réapprivoiser une communication qui est un peu primordiale ou archaïque, déjà avec la santé. Et je voudrais faire aussi un parallèle avec la santé sur le plan des immersions, de manière générale avec le toucher, et je peux faire aussi l'analogie avec les immersions de Kim. Moi, ce que j'ai observé, avec ce retour à l'autonomie et cette connexion à la vitalité, c'est quelque chose du côté de la santé, beaucoup. C'est-à-dire qu'en réintégrant les parts de soi et en réinvestissant sa vitalité et une forme d'autonomie, on retrouve la santé. Donc moi, j'ai un exemple extrêmement concret là-dessus, c'est qu'il y a une époque où j'avais beaucoup de symptômes physiques qui venaient parler je pense, d'une dissociation quelque part, de connexion avec ce que j'avais vraiment envie de vivre. Et quand j'ai fait une immersion, ces symptômes physiques, très rapidement, en fait, se sont évanouis comme par magie au contact de la cueillette, au contact d'une cuisine simple, au contact de la vie sauvage. C'était vraiment impressionnant. Donc ça, pour moi, c'était assez radical. J'ai vécu la même chose quand j'ai été en lien avec l'Inde, avec l'Ayurveda, qui a reconnecté des espaces à l'intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment très en lien avec le relationnel interne, l'espace pulsionnel qui redevient une énergie vitale au service de tout ce dont on a besoin pour vivre, et redevenir acteur de sa santé et de sa vie, quoi. Donc ça, pour moi, cette question de souveraineté, cette question de santé, elle est vraiment centrale sur le plan du réinvestissement du sensible en général, de la manière dont on resensibilise. Alors je reprécise pour nos auditeurs, parce que des fois sensible, on l'entend, on peut l'entendre seulement à un niveau de lecture qui serait la sensibilité, être sensible, émotionnel, etc. Et puis bien sûr, il y a le sensible par les sens. En fait, le sensible, il peut au moins avoir au moins trois lectures, parce qu'il y a le sensible par les sens, puis il y a le sensible plus invisible. Et Sophie, donc là, je pense que nos auditeurs entendent bien que c'est le sensible par les sens et le sensible par plus l'invisible aussi, puisque en fait notre corps il représente, alors j'arrive pas à retrouver l'information, mais nous avons autant de neurones, je crois, qu'il y a de nombre d'étoiles dans la galaxie, je sais plus. En fait, on retrouve toutes ces miroirs entre la nature extérieure et notre nature intérieure. Donc vous, qu'est-ce que vous avez pu explorer, parce que il y a 22 acides aminés, on a donc on retrouve plein de parallèles finalement entre nature intérieure et nature extérieure. Moi, j'ai eu un gros déclic donc en Inde, comme je le disais, avec la relation à l'Ayurveda. Quand j'étais en France et que je faisais beaucoup de peinture, je peignais souvent des organes en lien avec des galaxies. Et puis, je me rappelle, une des dernières expos que j'ai fait avant de partir en Inde, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, t'es complètement torturé, quoi. Tu dessines des intestins, c'est trop bizarre, c'est étrange, c'est malsain presque.
Et à un moment donné, je me suis posé la question, très peu de temps après, je suis partie en Inde, là j'ai rencontré l'Ayurveda, j'ai compris en fait que j'étais pas complètement folle, qu'il y avait un lien, donc on en a parlé une fois aussi entre le macro et le micro. La santé holistique, elle est complètement interrelationnelle entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est très radical. Et quand j'ai été en lien avec ça en Inde, j'ai senti que je réintégrais en moi toutes ces parts de nature sauvage qui sont à l'extérieur et qui sont des guides, je peux les trouver à l'intérieur. Donc c'est aussi ça, l'autonomie, c'est-à-dire retrouver aussi le guide à l'intérieur. C'est plus seulement je vais dans la nature pour trouver un choix, c'est qu'en fait la nature sauvage elle est dedans, je peux trouver le choix à l'intérieur. Quand je suis réellement connectée, quand j'ai un peu découvert toutes les parties conditionnées, que j'ai fait le point entre la part de répression, et là je peux parler aussi de la sexualité, puisque les parts pulsionnelles qui s'expriment aussi dans la sexualité ont une grande tendance à faire des dégâts quand elles sont pas éclairées, quand elles sont sans conscience, et quand on peut à nouveau mettre de l'éclairage à cet endroit-là, ça redevient une pulsion de vie extrêmement intéressante pour tous les espaces d'expression de l'être. Une sublimation aussi, mais pas seulement. D'avoir une sexualité saine, c'est aussi le gage d'une grande vitalité au service d'une vie pleine de santé, d'une vie joyeuse, d'une vie relationnelle intéressante, et de pensées qui sont pas étouffées par une répression du corps, et au contraire une alliance. Oui, ce que vous dites tous les deux, c'est vraiment renouer avec je ne veux pas dire cette impulsivité parce que c'est pas ça, mais cette authenticité dans nos gestes, dans notre être, et enlever ces voiles finalement qui nous coupent d'une partie de la réalité, parce que quand on est en contact avec le monde sauvage, il y a comme un voile qui se lève aussi par rapport à la réalité ambiante, non ? Enfin, je sais pas, Kim, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Le décloisonnement, moi je l'appelais comme ça. Mais ça m'évoque aussi, on pourrait dire dans des grandes représentations. J'ai écouté Sophie attentivement et je me rendais compte que finalement ce qui peut aussi être évoqué, ou en tout cas une façon d'interpréter ce que tu disais, c'est qu'il y a quelque chose. Si on observe justement les peuples traditionnels, alors. Warning, je dis pas que les individus qui composent les cultures traditionnelles sont des individus qui, dans leur nature, seraient bonnes, et que nous, civilisés, dans notre nature, nous serions mauvais. En fait, les humains ont les mêmes potentiels partout. Et en fait, c'est finalement le contexte qui révèle les meilleures ou les pires choses. Donc en fait, quand je fais des éloges sur les peuples traditionnels, je crois que surtout l'éloge, je la fais sur le fait que ces cultures étant restées finalement, se faisant modeler par les forces naturelles, ont sans doute quelque chose de beaucoup plus, harmonieux entre guillemets, que des cultures qui sont plus dans la résistance, dans le combat. Et c'est ce sur quoi je voulais commenter ça, c'est le fait que nous, notre culture, notre civilisation, dans l'échelle à laquelle elle se déploie, n'a pas d'autre choix que d'être en guerre contre beaucoup de choses. En fait, on pourrait même dire que c'est en partie une définition du néolithique et de l'agriculture totalitaire, c'est-à-dire finalement vouloir imposer que sur 1 hectare, on mette que du blé. Forcément, on s'expose à parce que en fait, la naturelle, elle a pas reçu la missive qui disait qu'il fallait que du blé là, donc elle réinvestit cet endroit comme n'importe quel autre endroit. Et pour l'humain qui a 1 hectare de blé, toutes les autres plantes sont des indésirables. Donc on est en bagarre continuelle. Et en fait, dans l'idée des miroirs, dont on a parlé un peu plus tôt, on peut dire que notre rapport au corps et à nos impulsions, à tout ce qui est sauvage en nous, on a ce même combat. C'est-à-dire que finalement, dans notre culture, on est en combat avec tout. C'est-à-dire tout ce qui est pas sous contrôle, c'est techniquement l'ennemi en fait. Et on a cette espèce de maladie auto-immune, j'ai envie de dire, pour utiliser des mots un peu à la mode, une maladie auto-immune de fond, c'est-à-dire qu'on voit l'ennemi partout, puis en fait, à force de taper sur ce qu'on considère être ennemi, en fait, ça devient vraiment un ennemi, c'est-à-dire que forcément, il y a une réponse égale qui arrive de l'autre côté. Donc, décloisonner, que ça soit dans notre rapport intime à notre corps, ou décloisonner dans notre rapport au grand territoire, finalement, c'est ramener plutôt de la paix, en fait. Un apaisement. Et moi, je suis convaincu que dans cette attitude-là,
on se met pas à l'abri de souffrances, d'accidents. La vie est aussi faite de tous les surgissements positifs ou négatifs. Mais par contre, on se réveille pas le matin en ayant l'impression qu'il faut mettre une armure et s'armer de mitraillettes pour survivre. Profondément, ça change quelque chose. Et si on est capable d'accueillir notre corps, en tout cas c'est ce que moi j'ai entendu, tu rebondiras, moi j'entends qu'on peut avoir ce même égard finalement pour notre corps et tout ce qui s'y passe. Voilà. Ouais, c'est clair. Et alors, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Oh non. Ah non, mais c'est passé. Alors, je le dis quand même pour nos chers auditeurs que elle dure plus longtemps qu'habituellement parce que déjà vous êtes deux, puis en plus, enfin voilà, il y aurait encore beaucoup à dire. Mais par contre, il y a la joie de pouvoir vous retrouver l'un l'autre. De l'une ou l'autre façon d'ailleurs, parce que peut-être que... Alors, je sais pas, Sophie, où pouvons-nous vous retrouver? Que proposez-vous? Voilà. Alors, j'ai envie de parler de nos propositions en alliance. Oui, c'est la propos, oui. Ouais. Donc, avec Kim, on est en train de travailler sur des projets d'accompagnement et d'encadrement, à la fois des projets d'accompagnement pour des personnes en duo, par exemple, et aussi des encadrements d'immersion. Et donc, ce serait des immersions autour du corps sauvage, où on travaille sur justement la réappropriation, l'autonomisation grâce à la réintégration de son sauvage intérieur. Et en même temps, donc c'est en même temps retrouver le lien au sauvage à l'intérieur et au sauvage à l'extérieur. Oui, donc très concrètement, pour revenir sur ce dont on a parlé avant, en immersion sauvage dans la nature, où tout à la fois on va pouvoir mettre la main sur des gestes premiers pour se nourrir, pour justement s'abriter, faire du feu, et puis aussi aller finalement au contact de notre corps. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Comment se soigner, se toucher. Voilà. Et ça, on les retrouve. Alors moi, sur mon site, qui est, il est un peu malade là juste aujourd'hui, mais il va se réactiver. Jean Desbois, qui est un site sur lequel je ne suis pas le seul à poster, qui est un site finalement collectif où plein de gens proposent des ateliers et des immersions en nature. Donc Jean Desbois, Jean comme G-E-N-S et non pas le prénom. Jean Desbois. Et puis toi? Et moi, c'est Atma-holistique à l'anglaise avec un C, où on peut trouver mes informations. Voilà. C'était un plaisir de vous écouter et d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et chers auditeurs, on se retrouve très bientôt. Et alors, avant de finir, oh là là, mon Dieu, mais j'allais oublier la part importante quand même qu'il faut faire à Radio Grand Lac, c'est aussi quand même annoncer les autres émissions. Et donc à 17h45, vous retrouvez Focus IA avec notre chère et dynamique Coralie. Et à 18h15, le Grand Bain de l'écho avec Benjamin qui reçoit. Alors attention, c'est un des partenaires de Radio Grand Lac, c'est le directeur de Bricomarché Grésy, Sébastien Philippe. À très bientôt, bonne journée.